Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi pour débattre et commenter l'actualité avec aujourd'hui Christine Bouillot. Bonjour, journaliste à Sud Radio. Vous êtes notre correspondante à Toulouse. Il fait beau à Toulouse. Bonjour Christine. Bonjour Christine. Bonjour, oui, très arrosé notre week-end. Ah oui, très arrosé, nous aussi. Voilà. Les terrasses, ça s'annonce bien? Pareil, je pense qu'ils vont sortir les grandes bâches pour pouvoir protéger un tout petit peu, mais oui. Je pense que le vrai top départ, ça sera au mois de juin. Bon, vous serez en tout cas certainement en direct mercredi avec Patrick Roger et Cécile de Minibus dans leur matinale. Je peux même vous dire où, depuis le Florida, place du Capitole à Toulouse, on a vu sur le Capitole. C'est un très bon emplacement. Benjamin Cauchy, bonjour, vous êtes conseiller en communication politique, bonjour à vous. Mathieu Alterman, journaliste, bonjour à vous. Votre livre sort bientôt, Norbert Saada, producteur de Légende aux éditions Ramsay. Préfacé par Alain Delon. Ah, pas mal. Il sait écrire. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Je sens que vous êtes très en forme, Sophie. Bonjour. On va parler de cette proposition, de cette suggestion de notre François Bayrou national qui dit que la démographie est en danger et qu'il faut davantage d'immigration. Alors c'est très à rebours des sondages actuels. On va parler politique avec LR, un parti qui a un peu de mal à se situer. Et puis les boîtes de nuit. Ce matin, Franck Louvrier, maire LR de la Baule, dans le Grand Matin Sud Radio, plaidait pour la réouverture des boîtes de nuit. On va commencer avec notre tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Sophie, c'est un coup de cœur. On en a déjà parlé, mais je trouve qu'il mérite. Donc, il mérite vraiment parce que c'est un jeune entrepreneur, enfin start-upper, qui est d'ailleurs salarié d'une boîte et qui a inventé Covid Tracker et Vitmados. Vitmados, c'est pas pour la drogue, c'est pour les vaccins. Et Covid Tracker, il a été repéré par Macron, qui d'ailleurs lui a demandé ce qu'il pouvait faire, etc. Et il a mis en place un système qui analyse toutes les données en même temps, c'est-à-dire que ça accélère la vaccination. Il a commencé par ça, et puis après, il a mis en place tout un système de logistique. Donc c'est un privé, c'est un particulier. Mais oui, c'est un particulier, c'est un entrepreneur et c'est un privé. Vous avez raison de le dire, c'est le secteur privé. Jamais le secteur a été. Mais bravo à lui. Gratuitement. Il n'a pas pris un centime. Il pourrait gagner des fortunes. Il a 24 ans. Il a dit bon, on verra après, je trouverai autre chose. Mais il refuse d'être payé. Alors on a mis en place toutes les datas pour qu'il puisse faire le truc. En un quart d'heure, aujourd'hui, il repère tous les endroits où il reste des doses et il les met sur Internet. Covid Tracker, alors là, ça a été le système. Rappelons aussi au passage que Doctolib, c'est privé. Et donc il y a une ignorance, un refus de considérer toutes ces entreprises. Actuellement, je le vis en tant que présidente d'un mouvement patronal, toutes les boîtes qui ont essayé de faire des choses, qui ont mis des tests antigéniques à disposition, etc., sont contrôlées. Et comment vous avez le droit? C'est des données de santé. Comment avez-vous le droit d'utiliser ça? On est contrôlé. Alors que je crois que jeudi, Élise Lucet va proposer un cache investigation dans lequel elle révèle des choses absolument aberrantes, c'est-à-dire comment la sécurité sociale, comment notre carte vitale, nos données sont vendues à une base de données. Ce sera jeudi. Oui, mais vous savez, je suis venu plusieurs fois, on s'est souvent moqué de moi sur ce plateau parce que j'expliquais que c'était la technologie qui allait nous sauver et le digital. C'est une réalité. Il y a certaines personnes qui sont moquées de moi là-dessus. La donnée, c'est l'élément le plus important. Bien sûr. Vous interrogez n'importe qui travaille dans la tech, il vous l'explique. Et effectivement, ça vient du privé. Une personne dans le privé fait mieux le travail que 10 000 du public qui sont pas foutus de collecter de la donnée pour faire avancer la situation. Et les pays en tête qui se sortent le plus rapidement de la crise Covid et de tout sont les plus avancés sur le digital. Mais bien sûr, c'est ceux qui diagnostiquent. Et la traçabilité, on a été incapable en France de faire de la traçabilité. Alors, Christine Bouillot. Après, si. Alors moi, je pense qu'effectivement, la bataille de la data, de la donnée, c'est quand même l'enjeu économique majeur de ces prochaines années. C'est là-dessus que la plupart des entreprises aujourd'hui regardent et lorgnent parce que c'est par ce biais-là qu'il y a des leviers de croissance. En revanche, ce qui est un peu schizophrénique dans notre pays, c'est que on ne veut pas non plus ces avancées-là. On voit bien le débat sur la 5G. Beaucoup n'en veulent pas. On veut pas non plus tous ceux qui vilipendent l'application tous anti-Covid parce qu'aujourd'hui on a
pass sanitaire. Donc il y a véritablement un enjeu. Alors est-ce qu'il est parce qu'il y a de la méconnaissance? Est-ce que parce que aujourd'hui on est dans un système qui fait que on ne va pas jusqu'au bout de l'explication quand on parle de tout ça? Mais moi, par exemple, je regarde ce matin ce sondage qui est sorti sur la cybersécurité, où on s'aperçoit que les PME françaises sont des proies extrêmement faciles parce qu'elles n'arrivent pas à investir, elles ne savent pas investir. Et on l'a vu aussi avec la digitalisation, combien ça a pu sauver aussi une partie de l'économie pendant la période du Covid. Donc tous ces enjeux du digital aujourd'hui, comme on sent bien que il y a une France quelque part un peu à deux vitesses. C'est un peu ça. Il y a aussi le fait que c'est vrai, vous avez raison, mais d'abord les Français pendant cette pandémie ont fait confiance à leur entreprise. C'est le seuil maximal de confiance qu'on ait jamais eu. Des opinions favorables à 80%, le politique doit être tombé à 10-15%. Par politesse, je ne parlerai pas des médias, mais c'est vrai qu'il y a heureusement un regain de confiance. Donc il y a aussi la méfiance du monde politique, et là j'accuse personne particulièrement. La méfiance du monde politique, c'est ceux qui font du profit, c'est ceux qui gagnent de l'argent sur le dos des autres, c'est ceux qui vont... Et donc voilà. Mais c'est quand même... il y avait un article dans Libération la semaine dernière, le succès de Guillaume Rosier ou l'échec de la Start-up Nation. C'est-à-dire qu'on n'a quand même pas été foutu d'investir et pourtant, il l'avait promis, Macron. Oui, mais Doctolib, c'est une entreprise privée, ce sont eux qui ont fait ça. Je vais vous donner un exemple parce que j'ai failli en faire mon coup de gueule aujourd'hui. Le problème, c'est que le digital, quand c'est par le privé, c'est bien. Quand c'est dans le public, c'est une catastrophe. Et la meilleure illustration, c'est le remplacement des tickets de métro de la RATP. Vous savez ce qui se passe? La RATP a lancé une carte électronique qui s'appelle Navigo Easy. Cette carte-là, depuis 1 an et demi, est buggée. Quand vous faites une correspondance dans le RER, on vous reprend un ticket. Ça fait 1 an et demi qu'il y a ce bug. Ça a été souligné par Que Choisir, 60 millions de consommateurs. Il n'y a rien. Il ne se passe rien depuis 1 an et demi. Voilà un exemple de technologie banale. Enfin, faire une carte. C'est pas leur boulot à l'État. Ils ont qu'à sous-traiter. Mais aujourd'hui, ils n'aident pas les jeunes entrepreneurs. Donc on est dans l'impasse. C'est une catastrophe. D'où la défiance des Français envers la technologie. Parce que je pense que si elle était uniquement gérée par le privé, les Français auraient plus confiance. Mais par l'État, non. Oui, juste pour préciser, donc l'histoire d'Élise Lucet, ce sera dans Cache Investigation, c'est qu'à chaque fois que vous utilisez votre carte vitale dans une pharmacie, ces données sont envoyées la CNIL, donc qui est tellement regardante, a donné l'autorisation à une société privée qui est le leader mondial des data de santé dans le monde, qui s'appelle IQVIA, de passer un partenariat donc avec les pharmacies. Donc à chaque fois que vous présentez votre carte vitale, toutes les données de ce que vous achetez, médicaments ou parapharmacie, absolument tout va dans ce logiciel. Tant mieux. Mais qui en fait quoi? Pour vous envoyer des publicités ciblées, vraisemblablement. On n'est pas sûr. À vérifier. Si, on regardera. Moi, je n'ai pas vu le documentaire, mais on regardera. Parce que la question est de savoir. La question est suffisamment pénible et tatillonne là-dessus. Christine. La question est de savoir, elles sont vendues à quelle fin, à quel prix. Voilà. Enfin, parce que derrière, s'il y a effectivement ces transferts de données, je pense et j'ose imaginer, je l'espère, enfin je l'espère, c'est que la Sécu les transmette pas par générosité. Il y a forcément une transaction. Vous n'achetez pas des données comme ça sans qu'il y ait une contrepartie. Donc quelle part des données sont transmises à cette entreprise? C'est tout ça qu'il faudra voir, parce qu'effectivement, ces données de santé, c'est l'enjeu, de demain. Je veux dire, vous pouvez effectivement, une fois que vous avez toutes ces données sur un pays, vous pouvez absolument cibler beaucoup de choses et beaucoup de besoins qu'on ne mesure pas forcément, nous, simples citoyens, quand on va dans notre pharmacie. Ça, c'est clair. Alors, un auditeur nous dit, vous critiquez à longueur d'émission la fonction publique, l'État, mais Sophie, heureusement que l'État et que les fonctionnaires ont œuvré pour aider les entreprises privées, comme aucun État ne l'a fait. Tout à fait juste. Oui, ça, c'est on a donné de l'argent. C'est tout à fait juste. Puis il faut signaler aussi l'extrême succès de l'organisation de la vaccination dans les mairies, il y a quand même eu des pas partout, Sophie, mais je trouve que les pompiers, il y a eu quand même des choses qui ont été. Il y a des missions régaliennes qui sont formidables et on accepte. Je critique, et c'est vrai que l'État a donné énormément d'argent. Maintenant, d'abord, où est-il versé? Parce qu'il y a vraiment une raquette à trous partout, et ceux qui sont à leur compte, qui sont tout seuls, où il y a 2 personnes, etc., touchent pas non plus ces fonds. La raquette est très trouée. Alors, Guy nous dit à quoi a servi McKinsey. Effectivement, Guy se pose la question, parce que McKinsey, on les a payés très cher. On vous a pas entendu, pardon, Benjamin Cauchy. Tout le monde est très bavard sur ce sujet, mais c'est un sujet qui nous passionne.
un peu de galanterie n'a jamais fait de mal à personne. Oui, je reviens effectivement sur. Alors on vous entend très mal, Benjamin. On va essayer de rétablir votre. On va essayer de rétablir votre connexion parce que ça, il faudrait il y a une sorte d'écho, mais on va revenir. Et j'en profite moi pour faire un coup de gueule. Les tests PCR seront gratuits pour les touristes venant en France cet été. Oh. La France est un des seuls pays européens à le faire. En Espagne, c'est 110, très cher. En Italie, euros. Partout. En Italie, au Danemark, partout, c'est très cher. Et notre ami Rafik Smati dit, entre guillemets, ça ne coûte rien, c'est l'État qui paie. Mais l'État, c'est nous. On est quand même un des seuls pays à faire ça pour faire revenir, soi-disant, le tourisme, mais on marche sur la tête. Mais l'augmentation des impôts va arriver. Hein. Ça c'est inéluctable. Allez, oui, alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que les professionnels du tourisme sont plutôt pour cette idée-là, parce que n'oubliez pas, en Espagne, ils se battent contre un trafic de tests PCR aussi. Donc, peut-être que c'est une bonne idée pour la première année. Ça va peut-être pas durer 107 ans, les tests gratuits. On va y revenir. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi avec Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse, Benjamin Cauchy, conseiller en communication politique, Mathieu Alterman, journaliste et auteur. Votre prochain livre, Norbert Saada, producteur de légende, avec une préface d'Alain Delon, paraîtra au mois de juin, c'est bientôt. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Benjamin Cauchy, est-ce qu'on vous a récupéré? Alors d'abord, on va revenir, oui. on va parler des boîtes de nuit. Est-ce qu'il faut les réouvrir? On va parler de LR qui a un petit peu de mal à se situer aujourd'hui face au RN. Et puis, ce sera le coup de gueule de Christine Bouillot. Allez, je fais du teasing. La démographie en danger, c'est ce que nous dit François Bayrou qui veut davantage d'immigration. Alors, Benjamin Cauchy, peut-être un mot quand même sur cette histoire de tests PCR gratuits. Et Christine aussi voulait réagir sur le sujet. Non, je voulais réagir. Je voulais simplement dire que je pense que c'est pas une si mauvaise idée que ça de dire dans la compétition européenne qui va s'ouvrir avec les vacances d'été, d'annoncer que les tests PCR en France seront gratuits pour les touristes, parce que il y a véritablement un enjeu économique aujourd'hui. C'est la saison estivale qui se profile, et n'oublions pas qu'on est la première destination mondiale, donc ça reste quand même un enjeu colossal. Et puis après, sur le plan sanitaire, il y a rien, on va dire, d'illogique ou d'idiot de dire qu'au moins cet été les tests PCR pour les touristes seront gratuits. Alors ça restera effectivement des touristes européens, puisque l'immense majorité des autres pays sont encore pas interdits d'accès, mais il y aura certainement très peu de touristes venant d'autres continents. Mais je trouve pas ça, pour en avoir discuté avec des professionnels du tourisme ce week-end, ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui les choque, bien au contraire, tout ce qui peut faire revenir les touristes étrangers, parce que je vous le dis, il va y avoir une vraie compétition autour de ça sur la façon dont le pays je suis pas sûr que ce soit ce qui détermine votre lieu de vacances. Si, quand ça coûte 600 €, quand vous allez, par exemple, dans certains pays voisins, je peux vous dire que ça fait effectivement, ça fait cher le test PCR. Oui. Enfin, excusez-moi, mais ce sont les tests donc du retour quand ils partent de chez nous. Ce qu'il faut, c'est veiller à ce qu'ils aient le leur quand ils rentrent. Et finalement, l'intérêt, c'est juste le deuxième test, puisqu'ils peuvent pas faire leur test en France quand ils arrivent. Non, mais quand ils vont repartir dans leur pays, par exemple l'Espagne, pour l'instant, peut-être que ça va changer. Maintenant, il ne faut pas qu'on fasse un truc gratuit qui soit formidable pour les autres pays, mais pas pour le nôtre. Allez, on va passer à un autre sujet. Benjamin Cauchy, votre coup de gueule? Oui, est-ce que vous m'entendez déjà? Oui, là on vous entend mieux. Merveilleux. Voilà. Oui, j'aurais eu tant de choses à dire sur les sujets précédents, mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. On aura d'autres occasions. Oui, alors moi j'avais un petit coup de gueule en termes de communication. J'ai trouvé qu'il y avait eu une sortie de route de la part de notre ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui a enfilé sa casquette de candidat au régional. On voit bien qu'il a été envoyé par Emmanuel Macron pour dézinguer Xavier Bertrand, il n'y a pas d'autre solution. Mais la faute de goût, la faute de communication que j'ai relevée, donc petit coup de gueule à monsieur Dupond-Moretti. Si on veut paraître pour quelqu'un de populaire, on évite d'aller coller des affiches avec une montre de luxe et des boutons de manchette. Voilà. Alors je taquine évidemment que ce n'est pas l'essentiel, et on sait bien que l'habit ne fait pas de moine, et qu'il aurait très bien pu porter une flic-flac ou une montre, ou n'importe quelle montre. Quelqu'un aurait cherché à trouver la petite bête auprès de monsieur Dupond-Moretti. Non, moi ce qui me gêne un petit peu, c'est entre l'attitude, la posture et le discours finalement. Et à l'heure où les Français attendent un ministre de la Justice fort sur la réforme, et notamment avec le projet de loi qui va arriver à l'Assemblée nationale, on s'étonne déjà d'avoir un candidat ministre de la Justice en même temps, et on s'interroge
m'interroge encore plus finalement de ce décalage. Je suis originaire des Hauts-de-France avant d'arriver sur Toulouse. Je suis originaire des Hauts-de-France et je peux vous assurer que l'habit fait pas le moine, mais il compte beaucoup. Il compte beaucoup là-bas. Eh ben, c'est bien dommage. Autant la deuxième partie de votre discours, j'approuve complètement. J'entends bien, Sophie, mais c'est une réalité. Je ne prends pas. Ce que je dis, non, la deuxième partie. Alors laissez-le terminer, Sophie. Ne coupez pas. Ne coupez pas. Sophie, je ne m'en fais pas fait et cause. Je dis simplement qu'en termes de communication, je trouve que c'est une erreur. Voilà, c'est tout très simplement. grave ce que vous dites, parce que ça prouve que les Français ne sont pas capables d'accepter qu'on ait gagné sa vie et qu'on s'offre une montre de luxe. C'est très grave. Même ceux qui nous écoutent, bien sûr, qu'ils aimeraient avoir une montre de luxe et qu'on l'a pas. Et moi, il y a plein de trucs que j'aimerais pas je pense que là, c'est un reproche. Si vous choisissez ça, c'est pour dire que c'est un reproche. C'est de vous lui reprocher d'avoir des boutons de manchette et une montre de luxe. Excusez-moi, c'est une opération de communication parfaitement réussi. Il vient d'un milieu pauvre, il montre qu'il a réussi, qu'il a pu s'acheter une montre, et je peux vous assurer que la plupart des pauvres, ils veulent qu'on leur explique comment faire pour s'enrichir et s'acheter des montres, plutôt qu'on leur dise que c'est pas bien d'avoir une montre chère. Donc c'est une opération de communication parfaite, justement. Je vous invite à aller dans le département de l'Aisne, qui fait partie des départements des Hauts-de-France. Je vous invite à aller dans le Valenciennois avec une montre à 20 000 € autour du poignet. Vous verrez si les gens viendront à l'américaine. Oui, c'est triste. C'est triste. Non, mais je le sais bien, mais Sophie, je ne dis pas que c'est bien, je dis que c'est une réalité et qu'il faut en tenir compte, d'accord? Alors, il faut qu'il arrive habillé en haillon pour pouvoir faire. C'est ça, oui, Christine. Il faut qu'il aille en haillon. Je pose la question par l'absurde, Benjamin, c'est quoi? Il faut qu'il arrive en haillon. Il faut arrêter l'hypocrisie. Je veux dire, dans tous les partis, il y a des gens qui ont réussi, il y a des gens qui émargent à 20 000 € par mois et qui expliquent aux Français beaucoup de choses. Donc, c'est pour moi, je trouve que c'est. Si vous trouvez que c'est moi, ça me choque pas. Ça me choque pas. Il a volé personne. Il a été avocat. Il a fait des. Voilà. Il avait volé, Christine. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y en a certains, ils se sont enrichis différemment. Ils ont fait de la politique toute leur vie, ce qui n'est pas son cas. On est bien d'accord. Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce que vous lui reprochez? C'est quoi votre coup de gueule sur le fond? C'est de dire il n'aurait pas dû y aller avec une montre de luxe et des boutons de manchette un peu chic? Ouais, c'est simplement en termes d'image, tout simplement. Il est ministre. Mais vous vous trompez, Benjamin. Souvenons-nous, dans les années 80, on verra les résultats. Souvenons-nous dans les années 80, Laurent Fabius, milliardaire qui se faisait prendre en 2 chevaux en train d'acheter le croissant le matin. Les Français n'ont pas cru une seconde. Là, au moins, il montre qu'il a pu s'enrichir par lui-même, tout en venant d'un milieu extrêmement pauvre. Je trouve ça plutôt honnête. Et puis en plus, je crois qu'il n'a pas pensé du tout. Il l'a mis pour une. Ça a été vraiment, il avait sa montre, il avait sa montre. S'il l'avait enlevé, ça aurait été pire. En revanche, on oublie l'essentiel, c'est que vous avez totalement raison. Il y a une loi qui est en train d'être faite, et moi je trouve qu'envoyer Xavier Bertrand disait qu'on pouvait faire un conseil des ministres tellement ils avaient délégué de ministres dans les Hauts-de-Seine. Ça, je trouve ça navrant. Il y a 5 ministres. Oui, mais ça c'est un autre sujet. C'est peut-être plus intéressant et plus important que de s'attacher au bouton de manche. Enfin, pardon, c'est comme ça que je le ressens aussi. Je trouve que c'est très populiste comme. Valérie, voilà, on se dit tout, parlons vrai. Non, mais Valérie, parlons vrai, c'était histoire de prendre le petit bout des régionales d'un autre angle. C'est pas toujours évident de se renouveler, et donc ça a eu le mérite de pouvoir dire qu'il y a eu 5 ministres. Voilà, je me suis rattrapé. C'est vrai, voilà, bon, très bien. Mathieu Alterman, alors Christine, on fera votre coup de gueule après, parce que ça va nous amener à notre sujet démographie, immigration et François Bayrou, mais c'est vrai que c'est important de parler du conflit israélo-palestinien aussi, qui est à la une de l'actualité. Gilles nous le rappelait tout à l'heure. Moi, je voulais en parler par le prisme de la fake news. C'est-à-dire qu'on peut avoir un avis différent sur le sujet. Je ne vais pas vous parler des raisons de ce qui se passe aujourd'hui là-bas, si ce n'est que je connais très très bien le pays, je connais très très bien le sujet, c'est quand même important. Mais j'entends n'importe quoi, en fait, et de la part de journalistes. J'étais très étonné. Jeudi soir, vous aviez Laurent Geoffrin, ancien directeur de Libération, 30 ans de presse, qui dit devant une personne de gauche, en plus israélienne, qui assène que les Arabes israéliens n'ont pas les mêmes droits que les Juifs israéliens. Ce qui est faux. Ils ont exactement les mêmes droits. La persuade a dit, mais monsieur, c'est faux. Réponse de Laurent Geoffrin. Ah bon, je savais pas, je vais vérifier, et il est parti furieux. Donc c'est quand même fou qu'un type qui est 30 ans de presse avoue qu'il ne sait pas. C'est pas exactement ça. Il est parti, écoutez, on l'a entendu dans le zapping, Jean Messia ce matin, c'est Gilles qui nous a passé le son, effectivement, de Laurent Geoffrin qui quitte le plateau parce qu'il ne supporte pas ce que lui dit Jean Messia. Écoutez. Le Monde, comme Mediapart, comme un certain nombre d'organes de presse françaises de gauche. Et Libération, ces dernières années, est devenu le « je suis partout » du collaborationnisme islamique. Non mais attendez, parce que... Excusez-moi, voilà, il y a Laurent Geoffrin. Laurent, restez avec nous. Laurent. Non, ça suffit. Laurent, restez avec nous, s'il vous plaît. Bon,
Laurent, est-ce que vous m'entendez ? C'est tout. Hein. Il se trouve que l'animateur de l'émission, Benjamin Petrover, est un ami. On s'est parlé après. Il était furieux d'avoir été pris en faute sur ce sujet. Il a utilisé l'argument du Rassemblement national pour partir. Mais j'ai eu Benjamin vraiment qui... Bon. Il n'y a pas que ça. Vous avez... le collaborationniste, c'est un peu fort. Le rédacteur en chef d'un grand magazine de mode féminin très connu qui ne partage que la propagande du Hamas depuis 10 jours. Vous avez également... je ne vais pas le nommer parce que faut pas. Vous avez Nabila, Paris Hilton, également une mannequin qui donne son avis. Vous avez David Guiraud de la France Insoumise qui fait circuler une fake news avec une photo complètement détournée en racontant que les Juifs dansent pendant que les Arabes brûlent, alors que ça n'a rien à voir. Ça a même été dénoncé par le JT de TF1 qui montrait que c'était complètement faux. C'était un arbre qui brûlait derrière, ça n'avait aucun rapport. Vous avez la photo d'une fillette qui circule depuis 3 jours. On nous explique que c'est une fillette morte sous les bombes israéliennes, sauf que cette fillette, c'est une photo qui a été prise en 2018 à Moscou, qui vient de son Instagram, elle n'est pas du tout palestinienne, c'est totalement faux. En fait, c'est sans arrêt ces arguments bidons, c'est-à-dire qu'on nous parle de la densité terrible à Gaza, mais la densité de la population à Gaza, elle est de 5000 personnes au kilomètre carré, c'est la densité de Bordeaux. Paris, c'est 20 000 au kilomètre carré. Donc, si vous voulez, on raconte n'importe quoi par des gens qui ne connaissent pas. Je suis pas en train de dire qu'ils doivent connaître la chose, mais quand on ne la connaît pas, on n'en parle pas, et qui s'indignent que là-dessus, sans avoir un mot sur les Ouïghours, sur la Syrie, sur le sort au Qatar des ouvriers. J'ai l'impression qu'il y a des gens, c'est pas un combat qu'ils doivent mener, mais c'est une psychothérapie, voilà. Alors là, je suis désolée, on tombe quand même sur la responsabilité des médias, parce que là, je veux dire, il faut pas laisser dire n'importe quoi. On est quand même responsable de ce qui se dit sur une antenne. En direct, on ne l'est pas. D'ailleurs, il faut savoir que juridiquement, on peut dire tout ce qu'on veut en direct. Le média n'est pas responsable, c'est normal puisqu'on ne peut pas arrêter. Mais là, il y a vraiment, c'est quelque chose de grave. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est gravissime. Et d'ailleurs, même ce matin, on va en parler. Et je me suis vraiment posé la question avant, en disant, je ne parlerai que de ce que je connais vraiment, parce qu'on a une opinion, mais qui n'est pas très intéressante en soi. Et toujours assez manichéen. Alors, Benjamin, je vous donne la parole dans un instant. On marque une toute petite pause et on se retrouve tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. On va revenir sur la proposition de François Bayrou d'encourager l'immigration pour aider la démographie. Décidément, je savonne ce matin. Christine Bouillot, Benjamin Cauchy, Mathieu Alterman, Sophie de Menton. Alors, Benjamin Cauchy, vous vouliez revenir sur ce que disait Mathieu Alterman à propos des fake news autour du conflit israélo-palestinien, sujet éminemment inflammable, éminemment complexe, éminemment manichéen la plupart du temps, difficile de discuter. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire sur ce sujet ? Non, on a perdu Benjamin Cauchy. Christine ? Alors, moi, je ne vais pas me lancer dans savoir ce qui se passe sur ce terrain-là, parce que j'avoue que moi, ça fait depuis que je suis dans ce métier que je suis les différentes, on va dire, les épisodes qui s'enchaînent et ce drame considérable que représente aujourd'hui ce conflit israélo-palestinien depuis tellement d'années. Ce que je constate, c'est que ça fait des drames des deux côtés. Je ne vais pas m'amuser à compter les points parce que je ne suis pas du tout en capacité de le faire. Là où je suis assez surprise aujourd'hui, là, en 2021, c'est le silence abyssal de la communauté internationale. C'est-à-dire que plus personne ne peut intervenir sur ce sujet-là. Voilà, on a l'impression que, on va dire, il fut un temps où on attendait des prises de parole et on avait le sentiment que ça avait un poids politique sur le terrain ou sur la zone et que les gens se mettaient autour de la table pour discuter. Excusez-moi, Christine, en l'occurrence, la communauté internationale intervenait quand elle pouvait avoir comme interlocuteur le Fatah. Non, mais c'est plus compliqué pour elle avec le Hamas, qui a quand même un mouvement terroriste. Je dis pas que c'est bien. Je dis pas que c'est la faute à Pierre-Paul Jacques. Ce dont je me rends compte, c'est que même une prise de parole de la Maison Blanche, n'a pas de poids. C'est-à-dire des deux côtés, c'est une escalade sans fin. Voilà. Oui, alors Benjamin, avec des populations qui souffrent des deux côtés. Parce qu'effectivement, un auditeur nous dit, certes, peut-être que la photo de la petite fille est fake, mais il y a eu une quarantaine d'enfants qui sont morts. Amnesty International, qui n'est pas connu pour ses positions pro-israéliennes, a démontré que le Hamas se servit de la population civile et se cachait parmi la population civile pour faire le maximum de morts. Le Hamas sait pertinemment qu'il ne va pas... C'était prouvé. Le Hamas sait très bien qu'il ne va pas détruire Israël. Le Hamas fait une guerre des images. Leur but, c'est qu'il y ait le maximum de gens qui, sur les réseaux sociaux, montrent des photos
d'enfants, etc., pour attiser, finalement, diaboliser totalement Israël. Et les gens qui partagent ça, souvent de bonne foi, mais souvent, c'est quand même un petit peu ambigu, puisqu'ils sont indignés que par un seul combat, ils ne parlent jamais des autres guerres dans le monde, ces gens, ils donnent l'essence au Hamas. Alors, le problème, c'est que c'est toujours le faible, soi-disant le faible, qui est la victime. Benjamin. Oui, effectivement, il y a énormément de tentations de manipuler les masses et l'opinion publique au regard de ce conflit israélo-palestinien. Et j'ai trouvé la sortie, pour le coup, de Jean Messia un peu too much. Que vous avez passé tout à l'heure. D'autant plus que, même si je suis pas un grand fan de la ligne éditoriale de Libé, je le lis quand même tous les matins. Et vendredi, ça a été par exemple le seul journal qui a bien posé les accointances qu'il y avait entre le Hamas et le Qatar, sous le regard bienveillant de Netanyahou, qui, sachant qu'il maîtrisait suffisamment ce territoire de Palestine, quelle maîtrise. Notamment son dôme de quelle maîtrise. Israël n'est plus à Gaza depuis 2005. Qu'est-ce que vous racontez? Il ne maîtrise pas du tout ce territoire. Les Israéliens ne sont plus à Gaza depuis 2005. Non mais pardonnez-moi, je ne cherchais pas à faire une fake news. Quand je dis maîtriser, ça veut dire maîtriser la paix, c'est-à-dire faire en sorte de ne pas être en conflit outre mesure. Et sur cette frontière, il y a toujours eu quelques tirs de roquettes. Je ne suis pas un spécialiste. Quelques tirs de roquettes, ouais. Ils envoient des ballons incendiaires pour brûler les cultures qui sont à la frontière. Il y a des milliers de tirs de roquettes depuis des années par un groupe terroriste. Le djihad islamique et le Hamas, quand ils agissent dans le monde entier, on dit que c'est des méchants. Quand c'est en Israël, on dit on n'est pas sûr. Il y a un moment, il faut quand même... Mathieu, construire une fake news, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Je n'ai pris parti pour personne. Je suis en train juste de vous dire que... Mais justement, c'est ce que je reproche. S'il vous plaît. Non mais s'il vous plaît, laissez-moi finir ma phrase. Laissez-le terminer. Voilà, 2 minutes en une demi-heure, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, mais clairement, ce que je disais simplement, c'est que Jean Messia a nourri finalement un petit peu ces fake news, parce que Libération a eu l'honnêteté intellectuelle de parler du financement du Qatar par le Hamas. Ça n'a pas toujours été le cas. Bienveillant d'Israël. C'est tout ce que je disais, Mathieu. Je ne veux pas chercher à prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Vous ne comprenez pas, c'est ce que je vous reproche, c'est que je vous dis que vous ne prenez pas part. On peut très bien ne pas être d'accord avec la politique de Benjamin Netanyahou, sauf que c'est le président d'une démocratie libérale et qu'en face c'est une dictature islamique. Donc c'est quand même un peu dire je suis neutre face à quand même deux trucs qui sont pas la même chose. Attendez, je comprends Mathieu, pas. est-ce que vous croyez sincèrement qu'un gaulliste comme moi de droite catholique va prendre parti pour un groupe terroriste islamiste? Réfléchissez quelques instants. Faut le dire. Non, mais attendez, soyons clairs. Ne soyons pas manichéens, même si c'est très compliqué. Christine Bouillot, votre coup de gueule ou coup de cœur, je ne sais pas ce que vous en pensez, François Bayrou, qui s'inquiète pour la démographie française. Alors, j'essaye de comprendre le timing de François Bayrou de sortir aujourd'hui cette note, de l'avoir transmise à l'AFP. Vous reviendrez la semaine prochaine. Non, alors allez-y avec votre analyse. Non, mais alors expliquez-nous un petit peu. Il se rappelle. Alors, c'est une note qui a été publiée par nos confrères du JDD hier, où en fait François Bayrou s'inquiète effectivement du pacte démographique français, qui repose évidemment sur on va dire le pacte social, sur la part des actifs pour financer la part de ceux qui sont en retraite aujourd'hui. Donc en gros, les actifs financent toute la partie des inactifs, et compte tenu du fait de la baisse de la natalité française depuis, on va dire, une dizaine d'années aujourd'hui, depuis 2010, il dit aujourd'hui ce pacte démographique est en danger. Alors comment faire pour arriver à relever cette natalité qui est descendue en dessous de 2 bébés par femme aujourd'hui, puisqu'on était largement au-dessus, on était les leaders en Europe sur cette natalité. Il dit à 2 choses, c'est favoriser la natalité, donc, mais il va pas jusqu'au bout en disant comment, et favoriser aussi, donc il le dit, l'immigration, puisqu'aujourd'hui on est sur un déficit de 40 à 50 000 naissances pour assurer le pacte démographique, le pacte social à la française. Donc c'est pas rien aujourd'hui, on est véritablement sur un enjeu, mais ce que je trouve, on va dire, dommage, c'est qu'ils mettent, et il pose un débat qui est un peu connu quand même, mais il va pas jusqu'au bout de sa logique. Il dit simplement sur l'immigration, il faudra qu'on choisisse d'avoir une immigration, si on le souhaite, pour assurer cette pérennité, mais il dit pas comment, quel type d'immigration, comment on le fait, et qu'est-ce qu'on choisit aussi autour de ça. Et il dit bien, compte tenu de la tension dans le pays, il ne faut pas en parler.
Donc, quel est l'intérêt? Et surtout, il dit il faut une politique familiale qui permette aux gens d'avoir le nombre d'enfants qu'ils souhaitent. Ça veut dire quoi? Alors, oui, il manque des bouts pour moi dans son explication. Alors il y a effectivement, alors moi je relis ça à autre chose qui est dit totalement différemment et qui est intéressant. C'est Mélenchon qui dit que en 2025, 50% de la population française sera comment on appelle ça, mixte, enfin Métissé, voilà, pardon. Métissé, 50% de la population française métissée. C'est pas innocent, on peut être indifférent, inquiet, pour, contre, mais c'est intéressant. Et je lis ça au fait que où on fait plus d'enfants, où on a de l'immigration. Donc on est économiquement sur une réflexion qui consiste à dire on a besoin de plus de bras, donc où on fait venir des gens, où on fait des enfants nous-mêmes. Je pense que c'est un peu simpliste, c'est assez désespérant d'ailleurs. On fait pas un enfant pour ça, je pense. En revanche, il y a quelque chose qui ne dit pas aussi, c'est qu'il y a des avantages pour les gens qui viennent en France qui sont considérables et que on ne devrait pas, et les Français devraient avoir plus d'avantages que ceux qui viennent, que les immigrés qui viennent en France. Je pense que c'est important. Ce qui est le cas quand même. Pas vraiment, les Français, hein. Si vous n'avez pas, il y a des gens qui vous disent que c'est mieux, plus avantage pour ceux qui arrivent. Non, parce que vous n'avez pas, tant que vous n'êtes pas régularisé, vous n'avez le droit à rien. Ah bah oui, non, mais heureusement François que Bayrou légalement n'a pas tort. Effectivement, il y a un problème natalisme, mais qui n'est pas propre spécialement en France. On était au-dessus jusqu'à présent, mais c'est la même chose en gros dans l'Occident. Et c'est tombé beaucoup à cause de la pandémie d'ailleurs. Oui, mais alors le problème, c'est qu'effectivement, s'il apporte aucune solution, alors qu'il pourrait d'ailleurs, puisque on n'entend jamais François Bayrou. Apparemment, il est plutôt bon sur le sujet. Il devrait nous expliquer en chiffrant les mesures à prendre pour une politique nataliste. Et puis quel type d'immigration? Je vois un commentaire, quelqu'un qui dit en fait, il pense que ça va générer plus de cotisants retraite, alors que la plupart viennent pour toucher des allocs. Donc quel type d'immigration, Benjamin Cauchy? Oui, bah écoutez, encore une fois, M. Bayrou pose un bon diagnostic. Vous l'avez dit, il n'apporte pas de solution. Et puis moi, surtout, ce que je trouve tronqué dans sa démarche, aussi intéressante soit-elle, c'est de savoir quel est notre projet de société, quelle France on veut. Et à partir de ce moment-là, on sent en capacité de dire il nous manque de la main-d'œuvre, il nous manque des enfants parce qu'on veut. Quel projet civilisationnel on veut, quelle dose d'immigration choisie entend-il, est-ce que c'est une immigration liée à cette capacité d'assimilation que certains pays ont plus facilement que d'autres vis-à-vis de la France? Voilà, en fait, il y a plein de sujets. Et donc du coup, il pose un diagnostic juste, effectivement, mais un diagnostic pourquoi? Et c'est la grande interrogation de cette étude pour moi. Effectivement, Christine a posé la bonne question. C'est-à-dire, c'est le timing, pourquoi maintenant et pourquoi dans... Alors on va y revenir dans un instant, mais j'entendais Frédéric Dabi ce matin qui disait que c'était vraiment un contre-courant total de ce que pensent les Français à propos de l'immigration. Oui, mais le seul moyen d'exister pour François Bayrou, c'est d'être à contre-courant. C'est peut-être l'explication. Allez, la preuve, on en parle. On se retrouve et vous pouvez nous appeler 0826 300 300 sur Sud Radio si vous voulez réagir. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Nous étions en train de parler évidemment de cette remarque, de cet appel de François Bayrou à plus d'immigration. Je ne sais plus qui est, je crois que c'est Christine qui était en train de parler. Oui, alors il propose une politique familiale qui permette aux gens d'avoir le nombre d'enfants qu'ils souhaitent. Vous l'avez dit, Valérie, et surtout donc le problème de l'accueil de la petite enfance. Bon, il y a des progrès quand même qui ont été faits dans le pays. La question du logement. Ça, c'est un sujet qu'on n'a jamais véritablement résolu depuis tellement d'années, depuis des décennies. Et le soutien aux mères de famille pour que leur carrière professionnelle ne soit pas amputée. Donc on voit bien qu'il y a déjà sur la question de la natalité, il y a pas de propositions qui sont faites. Hein. On se souvient des alertes qui avaient été lancées quand c'était sous François Hollande, je crois. Oui. On a touché aux allocations familiales et on a dit il y a eu plusieurs voix qui se sont élevées en disant attention, c'est pas en rognant sur les
allocations familiales, que vous allez résoudre le problème du déficit de la branche familiale de la sécurité sociale, mais vous allez toucher véritablement à des enjeux de démographie. On y est, tout simplement. Donc c'est véritablement une volonté politique d'inciter les gens à faire des bébés, j'allais dire les gens à faire des Français, mais c'est ça, quelque part. Mais simplement, c'est aussi une façon d'amener le débat sur l'immigration que je trouve biaisé. Alors pourquoi il le fait maintenant? C'est une bonne question. Il n'y a pas que ça, c'est un pacte national, donc à la fois favoriser les naissances en France et en même temps développer l'immigration. Il y a deux volets. Développer l'immigration est un sujet en ce moment, excusez-moi, c'est un peu curieux. C'est surtout que c'est quand même du grand n'importe quoi, parce qu'une des raisons pour lesquelles les gens font moins d'enfants aujourd'hui, c'est qu'ils les font plus tard, et qu'il y a une horloge biologique, qu'à un moment, vous ne pouvez plus faire d'enfants. C'est simplement, avant, les gens faisaient des enfants à 25, ils en font à 35 aujourd'hui. Et ça... Mais il faut se poser la question, pourquoi? Ah oui, mais pourquoi? Parce qu'on finit ses études beaucoup plus tard qu'avant, on rentre dans le milieu professionnel. Pas tant que ça, Mathieu. C'est à cause des femmes. Moi, je donne des cours dans des écoles, dans des MBA. Ils ont 25, 26 ans. Ils vont pas rentrer dans la vie professionnelle avant 27. C'est beaucoup plus tard qu'il y a 30 ans. Là, on a bien vu, et partout, toutes les entreprises le disent, ce sont les femmes qui veulent faire des carrières, elles ne pensaient pas, et beaucoup moins avant. Elles veulent faire des carrières, elles démarrent, elles n'ont pas envie de faire un enfant parce qu'elles sont en train de monter. Ça pose un problème terrible parce que quand tout d'un coup, elles réalisent à 35 ans qu'il faut le faire, du coup, elles ont beaucoup plus de difficultés pour les faire. Elles sont au contraire beaucoup plus bloquées, comme elles ont attendu. Elles sont beaucoup moins impliquées dans l'entreprise qu'on comprend. Enfin, et donc, c'est effectivement faire des enfants jeunes, c'était super. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la raison professionnelle. Il y a aussi des gens qui quittent le domicile familial, les parents plus tard, et qui n'ont pas envie de faire un enfant en sortant de chez leurs parents, qui ont envie de s'amuser un petit peu. Il y a aussi ça, tout simplement. C'est humain. Il y a un problème humain derrière, et je vois pas comment on peut le résoudre. Mais il y a aussi, un problème de logement, un problème dans les grandes villes. Puis un problème d'espoir. Oui, absolument. Absolument. De confiance, un problème de confiance, si je peux me permettre. C'est faire des enfants, c'est avoir l'envie évidemment, mais c'est aussi avoir peut-être la capacité d'accueillir un enfant. Les moyens évidemment, de façon extrêmement cynique et matérielle, mais c'est une réalité. Si on n'a pas les moyens d'avoir une deuxième chambre pour pouvoir poser un landau et un nouveau venu, c'est extrêmement compliqué. Plus la fragilité du monde du travail, l'ubérisation du monde du travail, qui fait que beaucoup de gens sont désormais auto-entrepreneurs, donc c'est plutôt positif parce que c'est une source de création et d'émulation, donc c'est très bon, mais ça crée des revenus extrêmement fragiles, et donc du coup des revenus trop fluctuants, parce que ce ne sont plus des revenus salariés, créent une instabilité, et du coup les gens ont peut-être moins envie de se projeter à fonder une famille. En même temps, peut-être que je me trompe, mais je pense que ce ne sont pas les plus pauvres qui font le moins d'enfants. Non. Voilà. C'est une réalité aussi. C'est vrai. C'est une réalité aussi. Oui. Donc il a réussi son coup, François Bayrou, d'une certaine manière, si on est cynique. Voilà, Christine, le timing, vous interrogez sur le timing, Christine Bouillot, c'est... Est-ce qu'il veut revenir dans le jeu politique, un an de la présidentielle, se rappeler qu'il a des propositions à faire sur ce sujet-là? Est-ce qu'il va aller pour une énième campagne présidentielle aussi au premier tour? Moi, c'est la question. Enfin, je trouve intéressant qu'on commence à se poser la question aussi de ce côté-là. Parce que déjà la semaine dernière, il y a eu l'histoire du pass sanitaire où le MoDem a refusé de voter. Donc on sent qu'il y a en ce moment un besoin d'exister, de François Bayrou, c'est évident. Parlons, continuons à en parler de politique. Je sais pas. Ah bon, on a un auditeur en ligne, pardon, Marc. Marc, vous vouliez réagir à notre sujet. Bonjour Marc. Allez-y. Marc ou Jean-Marc? Jean-Marc, je ne sais pas. Jean-Marc, oui. Ah oui, bon, bonjour à tous. Bonjour. Donc simplement pour dire que alors l'immigration c'est bien dans le sens où effectivement il y a pas mal de personnes, je pense, qui ont pour habitude ou pour diverses raisons de faire des enfants dans un certain nombre. Et là où je ne comprends pas de ce qui est dit aujourd'hui, c'est est-ce que vous ne pensez pas que si le SMIC était à 2500 € par mois, les gens auraient plus tendance à penser non seulement à faire des enfants, mais à les éduquer, à les envoyer à l'école, à acquérir un logement, enfin avoir le nécessaire pour vivre, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Ouais, mais...
Sauf monsieur, c'est ce que malheureusement je disais tout à l'heure, il se trouve que la plupart des gens payés au SMIC, donc avec des salaires bas, font plus d'enfants que les gens qui sont plus payés. Oui, je ne sais pas Souvent. si c'est une vérité démographique, mais Solange nous dit, je ne comprends pas qu'on fasse venir des travailleurs étrangers alors qu'il y a du chômage. Si. Bah oui, mais c'est pas antinomique. Il y a une part, Sophie ne va pas me contredire là-dessus. Le mouvement patronal, les organisations patronales s'organisent aussi. Moi, je prends le domaine de l'agriculture. Si vous n'avez pas cette immigration économique qui vient pendant un temps donné, je suis désolée, mais vous n'aurez pas vos fraises, on n'aura pas nos salades. Absolument. Tout ça n'est pas récoltable de manière mécanique. Donc, il faut de la main d'œuvre, et cette main d'œuvre, elle vient de l'étranger parce que ils ont beau poser des annonces, tous ces patrons, ces chefs d'exploitation pour trouver de la main d'œuvre en France, ils ont du mal à en trouver. Donc, c'est pas une critique des uns ou des autres, c'est simplement une réalité économique. Et c'est vrai que on prend ce sujet sur l'immigration par le mauvais bout, c'est-à-dire ce que je reproche à François Bayrou, c'est de faire le constat qu'on fait pas assez d'enfants, donc notre modèle social est en danger, donc il faut une immigration. Oui, mais laquelle? Pourquoi faire? Comment? Posons le débat de manière apaisée. Et là, c'est véritablement un espèce on va dire, de torche enflammée qui est lancée dans le débat à un an de la présidentielle, que je trouve redoutable de la part, on va dire, de quelqu'un qui est plutôt modéré habituellement. Je suis d'accord, et pour confirmer ce que vous dites... Faites des gosses, investissement pour la retraite, c'est un petit peu ça, quoi. Non. Faites des je voudrais préciser aussi quelque chose qui est quand même très important. Chef d'entreprise, l'écart Suzanne, je peux même citer la boîte, qui est une très grosse entreprise, va tous les ans chercher une vingtaine de conducteurs en Europe de l'Est, qu'ils soient polonais, qu'ils soient, peu importe, en Europe de l'Est, qui reviennent ravis, qui soient évidemment déclarés, etc. Elle ne trouve pas de chauffeur de car en France. Je veux dire, c'est quand même... Là, elle fait ça depuis 15 ans. Donc, on a un système aussi qui est très compliqué, et c'est pas en lançant des imprécations genre importons de la main-d'œuvre, en gros, c'est ça, ou faites des enfants, quoi. Mais ce qui est surtout fou, c'est de dire faites venir des immigrés pour résoudre le problème des retraites, alors qu'il suffirait d'envisager juste une réforme du système des retraites, parce qu'un système de retraite par répartition, on est dans un système par répartition, alors qu'on vit de plus en plus vieux et il y a plus de retraités que d'actifs. Plus longtemps, oui, qu'on va le tout dire, simplement, c'est de l'arithmétique. Donc plutôt que d'aller sur ce truc-là qui est du réel, on va dire, de l'arithmétique des chiffres, on nous sort un truc là vaguement qui va complètement diviser les Français, qui ne sert à rien. Moi, je pense qu'on va arrêter d'écouter François Bayrou. Il y a plein de choses à dire sur la démographie. Il y a une auditrice qui nous dit commençons aussi peut-être par un salaire pour les femmes qui sont au foyer. Ça, je pense que Sophie sera peut-être pas d'accord. Valoriser ce travail. Beaucoup nous disent également, pour répondre à ce que vous disiez, Christine, que ceux qui viennent travailler en France dans les champs, etc., sont en général pas très bien payés non plus. Oui, mais il y a un SMIC. Le pas très bien payé ne veut pas dire grand-chose. Le problème, c'est que d'abord, il y a de moins en moins de différence entre le salaire le plus bas, le SMIC, et le salaire du dessus, ce qui est navrant. Et ensuite, il y a des boulots, vous ne pouvez pas payer plus cher. Alors ensuite, excusez-moi, mais quand vous payez 1500, 1000 euros, ça coûte 2300 au patron. Ouais. Alors, il faut aussi voir le coût du travail. On me dit que c'est normal. Très bien. Ouais. Mais et certains disent, c'est vrai qu'aussi, quand on a beaucoup d'enfants, on touche beaucoup d'allocations familiales. Donc, parfois, c'est pas ça qui permet d'élever les enfants non plus. Alors ça, c'est... Oui, après, ça coûte plus cher aussi. On a Romain en ligne qui voulait aussi intervenir. Bonjour Romain. Oui, bonjour. Alors, j'aimerais rebondir en fait sur pas mal de choses qui ont été dites. Alors bon, Madame de Menton, je vais vous reprendre parce que bon, le niveau des salaires, bien sûr que ça y contribue. Moi, j'étais à Aix-en-Provence. Si vous saviez le prix des loyers, je suis dans le transport, je suis obligé de faire des heures supplémentaires. Donc en fait, ça veut dire jamais à la maison. Donc envisager d'avoir un enfant. Donc pour avoir quoi, ma compagne qui serait à domicile. Donc couper d'un salaire de moins déjà. Après, vous avez votre intervenant qui disait que ses élèves étaient en cours à 25 ans et qu'ils avaient encore 7 ans d'études. Mais j'ai l'impression qu'en fait, on se base toujours sur la même classe sociale. Les jeunes, les enfants de classe populaire, le pourcentage, il est infime dans les grandes écoles. Donc, en fin de compte, on prend des exemples de personnes qui vont faire des grandes études, qui vont avoir des salaires beaucoup plus élevés que la population normale.
et qui eux, oui, effectivement, à 40 balais pourront faire des gamins parce que ils auront la masse salariale qui sera assez importante pour pouvoir supporter le coût d'un enfant. Et en principe, c'est des gens qui sont de la même caste, donc qui sont entre eux et qui vont avoir le même salaire identique, donc des 8 000 € pour élever un enfant. Monsieur, vous exagérez. Excusez-moi, monsieur, vous avez des gens des classes populaires qui font aussi qui sont à l'université. Non, mais d'accord, mais le pourcentage, il est infime. Donc, ne nous dites pas de bêtises. Et après, vous avez les gens donc qu'on a eu dans les Gilets jaunes, parce qu'on leur a fait croire qu'ils pouvaient être propriétaires, avec des gamins qui ont droit à rien, qui n'ont pas le remboursement du ramassage scolaire. Donc, c'est ça les réalités. Et après, vous avez ce problème d'immigration où vous forcez des gens à faire des enfants pour pouvoir avoir droit à des aides sociales. Et c'est pas une vie aussi de les éduquer comme ça. Je suis désolé aussi, c'est une réalité. Non. Alors attendez, Mathieu va vous répondre. Affirmer que le nombre d'étudiants dans les universités est infime sur les classes moyennes, c'est faux. Ben oui, mais il y a des études, tous les jours on écoute la radio, les études le disent. Bah, quand même. Non. Mais non, les universités sont gratuites, vous avez plein de gens de milieux défavorisés qui font des études dans des universités. Est-ce qu'avec 2 SMIC, vous arrivez à éduquer un enfant à Aix-en-Provence? Monsieur, votre argument ne tient pas. Vous n'avez pas droit à l'APL. Votre argument ne tient pas dans la mesure mais laissez-moi finir. On faisait plus d'enfants il y a 40 ans et les salaires étaient plus bas. Oui, mais les arguments qui ne tiennent pas. La vie. On faisait plus d'enfants il y a 40 ans avec des salaires plus bas. Mais c'est normal. Vous vous rendez compte du coût de la vie aujourd'hui? C'est ça. C'est que le coût de la vie est différent. Les femmes étaient. Aujourd'hui, avec 1 200 balles, vous êtes esclave du. Mais le pouvoir d'achat a augmenté en 30 ans. C'est faux. C'est contre tous les chiffres publiés à l'INSEE. Alors attendez, on va continuer. Restez avec nous. On doit marquer une pause. Ce message de Catherine qui nous dit: je travaille en viticulteur. Il est totalement faux de dire que sans l'immigration, personne ne fait le travail. C'est juste qu'on gagne autant à ne rien faire. Salaire trop bas en France. Temps partiel, les chauffeurs de car se fient que des femmes chez moi. Travail précaire. Allez, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Donc débat très animé sur effectivement la natalité. Pourquoi les Français n'ont plus d'enfants? On avait en ligne avec nous Romain qui disait qu'il n'arrivait pas à vivre. Et c'est vrai qu'il y a une classe moyenne qui n'a pas d'aide sociale, qui a des loyers à payer. Alors je crois que vous vouliez réagir, Benjamin Cauchy, sur ce que disait notre auditeur. Oui, bien sûr. Il y a la dureté des chiffres et des statistiques que nous donne Mathieu à l'antenne. Et puis, il y a la dureté et la réalité de la vie que Romain nous exprime. Et si vous voulez, c'est justement parfois cette incapacité, c'est un peu la notion d'écart-type en mathématiques, si vous voulez. C'est cette incapacité parfois au gouvernement d'entendre des situations qui peuvent paraître à leurs yeux exceptionnelles au regard de leurs chiffres statistiques. Mais pour autant, il y a une grande partie de la population aujourd'hui qui a du mal à joindre les deux bouts. Et quand on entend Romain, a priori, en couple, chacun au SMIC, ils s'en sortent pas. Ils ne s'en sortent pas. Et c'est une réalité. Et je peux comprendre du coup son analyse sur l'immigration. Et c'est même pas une question de culture ou de pays d'origine. C'est tout simplement le fait de se dire il y a une immigration qui nous empêche aussi de trouver du travail et qui crée une pression sur le monde du travail. Ouais. C'est une réalité. Ouais. C'est ce que Georges Marchais dénonçait au début des années 80. Oui. Et je citais Catherine, donc notre auditrice, qui dit j'embrasse de tout mon cœur votre auditeur, il a tout dit. Petite classe moyenne, on bosse tôt, pas d'aide, toujours au-dessus du plafond. Et elle nous envoie une très jolie photo de ses vignes. Et c'est vrai qu'il y a une. Je suis d'accord, entièrement d'accord. Bah oui, mais elle explique pourquoi il y a personne qui veut faire chauffeur de car. C'est parce que c'est un travail précaire, qu'on gagne pas sa vie. Non, c'est pas précaire. Par exemple, j'ai cette société de car, elle les engage. Elle les fait pas venir d'ailleurs pour pas les engager en CDI. Non, il y en a pas. Ce n'est pas du travail précaire. Il peut arriver probablement qu'en certaines périodes ce soit précaire, mais la réponse est non. Non, mais enfin, les salaires sont trop bas. Ils sont trop bas, mais il n'y a pas de quoi faire plus. C'est ce que dit Romain, donc vous êtes d'accord avec Romain ? Bien sûr que les salaires sont trop bas. Et je peux vous rajouter, le mouvement des Gilets jaunes, ça venait de gens qui travaillaient, qui payaient des impôts et qu'au final avaient moins que celui qui travaillait pas et qui payait pas d'impôts. Je suis d'accord. C'est pour ça que ça veut dire. Ça veut dire aussi que dans la politique familiale, je ne sais pas si quelqu'un peut m'éclairer, mais j'ai beau chercher. Elle est en train de parler, Sophie. Vous parlez pas en même temps.
je veux dire, c'est que je n'ai pas souvenir d'un discours sur la politique familiale depuis très longtemps de la part de nos politiques, hein, c'est-à-dire de dire voilà ce qui va se passer pour les 10 prochaines années. Je prends juste ce qui est en train de se passer aujourd'hui en 2021. Je me mets à la place d'un jeune couple à se dire est-ce que je fabrique aujourd'hui, est-ce que je mets mon désir d'enfant en place, parce que quand on entend ce qui les attend, le réchauffement climatique, enfin, il y a tellement de choses que c'est très compliqué, la politique familiale. Il n'y a pas que la question des salaires, bien évidemment que ça en fait évidemment partie, mais il y a beaucoup d'autres choses derrière. Et aujourd'hui, je n'entends pas un discours volontariste, ambitieux, positif, pour dire aux citoyens, engagez-vous dans l'avenir, on peut avoir des enfants, vous aurez on va dire pas des aides, parce que j'aime pas ce mot-là, les gens n'ont pas besoin d'aide pour vivre, avoir des enfants, mais simplement de se projeter vers un avenir beaucoup plus radieux que ce qu'on est en train de projeter aujourd'hui sur nos gamins. On est en train de dire aujourd'hui aux gamins qui sont tous... Un mot. Le seul problème, je comprends ce que vous dites et c'est logique, plus vous parlez d'aide, plus les salaires seront bas. Mais je parle pas d'aide, hein. Non, mais vous avez dit, non, je pense à la politique familiale. Vous ne pouvez pas aider plus les Français. Arrêtez de les aider. Arrêtez de mêler des charges partout. Non, ce sont les charges qui vous entraînent vers le bas dans la politique salariale. Enfin, il y a des gens qui ont besoin d'être aidés. Non, mais ce que dit Sophie n'est pas complètement faux. Il y a deux moyens. Il y a deux moyens d'avoir une politique familiale. Malheureusement, c'est soit aller vers une société plus libérale, soit aller dans un système complètement le contraire, qui est communiste, mais qui n'existe plus. Sinon, vous êtes sans arrêt en train de jongler entre l'aide et la... Reste bas. C'est l'arithmétique. Mais vous entendiez ce que disait Catherine en disant aujourd'hui, moi je trouve pas de gens pour venir cueillir le raisin parce que c'est mieux pour eux de pas travailler, ils touchent plus que s'ils venaient bosser. Mais alors, expliquez-moi pourquoi, par exemple, on avait une politique familiale, enfin en tous les cas, on avait un taux de natalité chez les femmes qui était assez élevé comparé à l'Allemagne, où les femmes étaient à la maison jusqu'à 6 ans, parce qu'il n'y avait pas de système de garde, et tout le monde en vient au système de crèche et de garderie, puisque l'Allemagne, les femmes allemandes ne faisaient pas autant de bébés que nous. Pourtant, c'était un pays riche, où les gens sont bien payés. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas que la question des aides ou du salaire. Il y a tout un écosystème autour de ça qui fait que c'est vraiment une politique globale, et je n'ai pas souvenir, moi, d'un gouvernement qui nous dise comment on projette une société pour les jeunes de demain. La politique familiale, c'est un tout, je le dis et je le répète, et le discours, en tous les cas, l'analyse que fait François Bayrou, on la connaît, mais il n'apporte guère de solution à part que des constats. Donc c'est quel dommage que d'apporter le sujet aujourd'hui sur la table par le prisme du constat que les femmes ne font pas assez d'enfants, et par le sujet de l'immigration. Voilà, c'est juste ce que je dis moi aujourd'hui. Oui. Benjamin ? Oui, je partage parfaitement l'analyse de Christine. C'est un sujet qui arrive au mauvais moment, parce qu'il n'est pas fourni et parce qu'il n'est pas la conséquence d'un projet de société qui est clairement établi. Donc pour moi, c'est une partie de poker ratée. Voilà. Allez, je voudrais qu'on dise quelques mots des boîtes de nuit ce matin. Franck Louvrier, maire LR, sans transition, comme on dit. Peut-être que les boîtes de nuit favoriseront les rencontres et l'arrivée de nouveaux enfants. Mais donc Franck Louvrier, maire LR de la Baule, était ce matin l'invité politique du Grand Matin Sud Radio. Écoutez ce qu'il disait. À la catastrophe économique, en plus, et ça c'est l'ensemble des maires qui ont compris cet enjeu, risque de s'ajouter le désordre et le risque sanitaire, parce que bien évidemment cet été, sans voie alternative, des fêtes sauvages et désorganisées feront leur apparition, notamment sur nos littoraux, et je pense notamment à nos plages. Et donc là, c'est vraiment un danger de plus pour notre jeunesse qui va vouloir bien évidemment s'éclater, se libérer à partir de l'été. Oui, sauf qu'on peut plus facilement se contaminer dans une boîte fermée que sur une plage ouverte, dont la nécessité absolue du ce pass sanitaire qui permettrait économiquement de rouvrir énormément de choses. Beaucoup de gens ont ri en disant regardez, on ouvre les restaurants, on ouvre les boîtes échangistes, mais on ferme les boîtes de nuit. Il faut rappeler que les boîtes échangistes sont sous la législation des restaurants, c'est pour ça. Oui, mais enfin c'est absurde, c'est absurde. En Espagne, c'est absurde, mais bon, il y a quand même beaucoup en Espagne, ils ont décidé de rouvrir les discothèques avec des jauges. Avec des jauges, et puis aussi l'imposition, enfin en tous les cas l'obligation de ventiler, de mettre des ventilateurs et de les allumer 2 heures avant et d'aérer 1 heure après, on va dire une session de dancing. Ça va être le retour de danse complètement démodé. Les danses d'avant, on dansait vraiment de loin comme ça. Non mais les dancing, vous pourriez ouvrir les dancing, voilà, je sais pas. Mais c'est vrai. Ce qui est extraordinaire quand même, autant en sourire, c'est qu'on permet l'ouverture des salons échangistes. Oui, c'est ce qu'il vient de dire, il faut suivre. Faut suivre.
suivre, Sophie. Faut pas faire deux choses en même temps. Enfin, je pensais à un autre. Oui. Oui, mais Benjamin, reprenez-vous. Benjamin Cauchy. Oui, on va essayer d'être sérieux. Alors peut-être que l'ouverture des boîtes de nuit peut-être faire partie du plan de François Bayrou pour relancer la démographie, parce que ça pourrait ressusciter quelques rencontres. Plus sérieusement, effectivement, ça serait quand même bien qu'on puisse ouvrir. Je me souviens, Sophie, nous avions parlé il y a quelques mois de cela, en marge d'une émission, d'un projet qui serait de tester les gens aux entrées des salles de spectacle, des salles de concert, de manière à ce que le public préalablement soit testé pour pouvoir œuvrer dans des bonnes conditions. Mais je pense que ça peut être aussi une initiative qui pourrait être prise par les gérants de boîtes de nuit. Je crois qu'il y a 40% des boîtes de nuit qui sans doute vont avoir du mal à réouvrir déjà. Derrière les boîtes de nuit, c'est toute l'industrie musicale aussi française, la French Touch, des DJ, ce sont des intermittents. Bref, moi je pense qu'il serait vraiment utile d'aller dans leur sens. Et sauf erreur de ma part, il y a eu un petit coup comme quoi Bayrou est vraiment aussi sur le sujet des boîtes de nuit. La semaine dernière, lors de la lecture, lors du premier vote à l'Assemblée nationale vendredi aux alentours de 19h ou jeudi vendredi, aux alentours de 19h, le pass sanitaire n'était pas passé parce que le MoDem n'avait pas voté. Pour pouvoir peser de tout son poids dans la volonté de réintégrer la réouverture des boîtes de nuit au 1er juillet. Et donc, en deuxième vote, pourquoi il y a eu un deuxième vote d'ailleurs, la démocratie est toujours pleine de perplexité, c'est passé avec le pass sanitaire en indexant le fait que les boîtes de nuit seraient à l'étude pour le 1er juillet. Oui, mais parce que Bayrou exige le retour des slows. C'est son nouveau truc en fait dans les boîtes de nuit. Mais il faudrait surtout pour une danse, un coup à gauche et un coup à droite. Et beaucoup plus sérieusement, il faut mettre un challenge, dire aux entrepreneurs, trouvez. Parce que, encore une fois, il y a trouver la solution pour qu'on puisse rouvrir les boîtes de nuit. En l'occurrence, il faut coupler à la fois le test, à la fois la désinfection. Il y a des boîtes qui ont fait des trucs extraordinaires. Vous avez des appareils qu'on peut mettre dans une pièce qui tuent les virus. Valérie, vous en avez reçu un entrepreneur. Sophie, les boîtes de nuit sont fréquentées par des jeunes dont quasiment aucun n'est vacciné. C'est quand même ça le réel. C'est ça. Oui, mais justement, il faut compenser. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure les dancing éventuellement. Mais il faut compenser. On ne pourra pas empêcher les jeunes de faire la fête cet été. Et il y a aussi une concurrence déloyale avec les restaurants qui, on l'a vu sur la Côte d'Azur, font boîte de nuit. Laissons un peu l'imagination aux entreprises privées pour trouver des solutions pour éliminer la contagion. Christine, le zéro Covid, il faut viser vers ça. C'est aussi ça que redoutent les élus des stations balnéaires, c'est les fêtes privées dans les villas qui sont parfois payantes. Donc c'est un problème à l'ordre public, un problème sanitaire. Donc il y a effectivement dans l'appel de ces élus, c'est comment faire cohabiter l'été prochain des jeunes ou des moins jeunes qui auront envie de faire la fête et puis les questions sanitaires. Donc c'est aussi ça qu'il faut regarder de ce côté pour l'été prochain. Merci à tous les quatre. Dans un instant, André Berkoff. Très bonne journée sur Sud Radio.